Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Plus les jours passent, plus les versions du gouvernement changent. Le premier ministre accuse tout le monde. Même, il a dit hier que M. Robert avait des problèmes de compétences, alors que ses collègues disent de lui que c'est une sommité en matière de gestion des sols. C'est clairement une opération de sauvetage pour protéger son ministre de l'Agriculture. Le gouvernement essaie donc aujourd'hui encore de faire diversion. On ne peut pas continuer de se défiler comme ça. Depuis le début de la semaine, on nous a répondu à aucune question. On défend bec et ongle un congédiement politique, puis on jette la faute sur tout le monde. Monsieur le Président, les Québécois ont le droit de connaître la vérité. Ils ont le droit de savoir pourquoi le premier ministre a attaqué la crédibilité du lanceur d'alerte en affirmant qu'il avait des problèmes de compétences. Les Québécois ont le droit de savoir la vraie version de l'histoire. Est-ce que le ministre de l'Agriculture, qu'est-ce qu'il a vraiment raconté au premier ministre? Les Québécois ont le droit de savoir si le premier ministre s'est fait dire la vérité. Et encore une fois, on veut avoir l'heure juste. Monsieur le Président, le premier ministre doit rassurer la population. Est-ce qu'il peut se lever et confirmer que son ministre n'a pas rencontré les lobbies dénoncés par le lanceur d'alerte, Louis Robert, avant de le congédier? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le chef de l'opposition officielle continue d'attaquer la crédibilité du sous-ministre à l'Agriculture. Je ne sais pas sur quoi il se base. J'aimerais qu'il nous donne de l'information. Mais quand j'écoute le chef de l'opposition officielle, lui, il est convaincu que le sous-ministre a mal agi, qu'il n'avait pas suffisamment de raisons de congédier un employé. Moi, je veux donner le bénéfice du doute à tout le monde. Laisser la protectrice du citoyen faire son travail, évaluer si les raisons qui ont amené le sous-ministre à congédier un employé étaient de bonnes raisons. Est-ce que ça respectait la nouvelle loi sur la protection des lanceurs d'alerte? Donc, attendons que le travail soit fait. Essayons pas d'écrire les conclusions. Ayons confiance à la protectrice du citoyen. Je ne sais pas pourquoi le chef de l'opposition officielle n'a pas confiance dans la protectrice du citoyen. Qu'ils nous disent pourquoi il n'y a pas confiance. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Tout le monde a compris que le premier ministre ne répond pas vraiment à la question. En temps normal, un gouvernement transparent doit rendre public les rencontres entre les ministres et les lobbies. Hier même, la ministre de la Justice a dit « Nous ferons mieux ». Je donne la chance au premier ministre aujourd'hui de tenir parole. Est-ce qu'il s'engage à déposer en cette Chambre rapidement la liste des groupes rencontrés par son ministre de l'Agriculture parce qu'il n'y a pas grand-chose dans son agenda? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le ministre de l'Agriculture est en train de revoir les règles de gouvernance du Centre de recherche sur les grains parce que c'est un problème qui n'est pas nouveau. C'est un problème qui aurait dû être réglé par le gouvernement libéral. On a entendu l'année dernière les libéraux dire qu'ils voulaient revoir peut-être par comité, forum, table, la composition du conseil d'administration du Sérum. Évidemment, des paroles, aucune action. Le ministre de l'Agriculture va s'assurer de l'indépendance du Sérum, s'assurer que les compagnies, entre autres, de pesticides ne viennent pas influencer les décisions. On va agir pour l'intérêt des... Monsieur le chef de l'opposition officielle, pour votre deuxième complémentaire. Bien, Monsieur le Président, le problème, Monsieur le Premier ministre, c'est qu'on ne croit plus le ministre. Après une semaine d'explications, il y a encore plus de confusion dans le dossier et c'est pourtant ce ministre-là qui doit donner l'heure juste. Monsieur le Premier ministre, je pense que vous êtes un homme sensé. Comment pouvez-vous tolérer que votre ministre refuse de dire la vérité aux Québécois? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le Parti libéral encore pense posséder la vérité. Hein? Le chef de l'opposition officielle a décidé que la vérité, c'était que le sous-ministre à l'Agriculture n'avait pas bien fait son travail. Hein? Donc, il ne veut pas laisser la protectrice du citoyen juger
du travail du sous-ministre. Moi, je fais confiance à la protectrice du citoyen, puis je veux rassurer le chef de l'opposition officielle. Je ne dois rien aux compagnies de pesticides. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, toujours pas de réponse. Le chef de l'opposition cherche la vérité parce qu'on voit que le ministre n'a pas dit la vérité aux Québécois. La procédure de grief est maintenant entamée. On a appris ça hier. Le premier ministre cautionne ces multiples volte-face et ne donne aucune confirmation sur cette enquête. Est-ce que le premier ministre pense qu'il est temps maintenant qu'il admette que la situation est hors de contrôle, qu'il a perdu le contrôle sur cette situation? Je vous demande juste, s'il vous plaît, de faire attention lorsqu'on dit que le ministre n'a pas dit la vérité aux Québécois. Faire attention aux propos que l'on tient également. Merci. Réponse, le premier ministre. Monsieur le Président, le sous-ministre à l'Agriculture a congédié un employé. Ça peut arriver qu'un sous-ministre congédie pour des bonnes raisons un employé. Dans le cas qui nous concerne, il y a des questions. On se demande s'il y a un lien, effectivement, avec le fait que cet employé est un lanceur d'alerte. Il y a une loi qui protège les lanceurs d'alerte, qui a d'ailleurs été adoptée par le gouvernement libéral. Donc, est-ce que le chef de l'opposition officielle est en train de nous dire que la loi n'est pas bonne, que la loi sera mal appliquée par la protectrice du citoyen? Moi, j'invite le chef de l'opposition officielle à faire confiance à sa propre loi. Question principale, Madame la députée de Maurice Richard. Merci, Monsieur le Président. Le ministre de l'Agriculture et son ministère ont mis à la porte M. Louis Robert alors que tous reconnaissent son expertise. On l'a mentionné, Monsieur le Président, M. Robert est une sommité dans son domaine. Un agronome reconnu avec plus de 30 ans d'expérience, sollicité fréquemment par les universités pour son expertise, mais Louis Robert dérangeait l'industrie et dérangeait certains décideurs. Il a été congédié parce qu'il dénonçait des situations embarrassantes et importantes pour la santé publique et la société. Il a été renvoyé pour avoir dénoncé l'ingérence du privé dans la recherche publique sur les pesticides. Et plus on entend de choses dans cette histoire, plus la question des pesticides et de ses acteurs soulève de questions. On apprend que des scientifiques ont subi des tentatives d'intimidation de la part des membres du conseil d'administration du Centre de recherche sur les grains et de son président. Comment pouvons-nous être rassurés, Monsieur le Président? C'est la qualité de ce que l'on mange et de notre santé qui est en jeu. Alors, pourquoi est-ce que le ministre ne veut pas entendre ce que Louis Robert a à dire sur les pesticides? Le ministre de l'Agriculture peut-il nous indiquer s'il s'inquiète? Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Oui, Monsieur le Président, je veux rassurer ma collègue de Maurice Richard que tous les gestes que je vais poser dans le dossier, l'analyse, tout ce qui se passe au Centre de recherche sur les oléagineux et les grains, le sérum, le maïs, vont être des gestes qui vont être guidés par trois principes. Le premier, c'est de m'assurer de l'indépendance des chercheurs. Le deuxième, c'est de m'assurer que la gouvernance qu'on retrouve au sérum est selon les meilleurs standards. Et le troisième, c'est de m'assurer que les Québécois en ont pour leur argent dans les sous que le gouvernement du Québec, le ministère de l'Agriculture, investit dans le sérum. Merci, M. le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Maurice Richard. Merci, M. le Président. Alors, si la question des pesticides est importante pour le ministre, il doit être d'accord que la recherche objective doit être à la base de ses décisions. Louis Robert dénonçait le fait que la présence des lobbyistes dans l'industrie était omniprésente et que la recherche subit la même influence. Alors, pourquoi pas faire de M. Robert un allié? Monsieur le Président, ma question est simple. Quand le ministre va-t-il démontrer que c'est la science qui va gagner? Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Monsieur le Président, je rassure ma collègue, les pesticides, c'est très important. C'est pour ça que c'est très important qu'au sérum, la recherche se fasse de façon indépendante. Alors, les actions qui vont guider mon travail, que je vais poser au cours des temps à venir, c'est de m'assurer que la recherche se fait de façon indépendante au sérum, qu'on a une gouvernance exemplaire au sérum et que les Québécois y trouvent leur dû. Merci, M. le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Maurice Richard. Monsieur le Président, le ministre de l'Agriculture est dans la controverse. Louis Robert est parti, mais les lobbyistes qui siègent au Centre de recherche sur les grains, eux, sont toujours présents. On apprend ce matin que 3 membres du conseil d'administration du Centre sur les grains sont enregistrés au registre des lobbyistes depuis octobre 2018. Monsieur le Président, ma question est très simple pour le ministre. Est-ce qu'il a subi des pressions de la part des lobbyistes et est-ce que c'est la raison pour laquelle il refuse de réintégrer M. Robert? Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
Monsieur le Président, je peux rassurer ma collègue, je n'ai certainement pas subi la pression d'aucun lobbyiste. Aujourd'hui, en poste, mon travail, c'est de m'assurer qu'au Sérum, l'indépendance de la recherche soit confirmée, soit assurée, de m'assurer que la gouvernance au niveau du Sérum soit faite selon les meilleures règles de l'art, puis c'est ce qui va arriver, Monsieur le Président. Merci. Question principale, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Oui, Monsieur le Président, ça fait une semaine que le ministre de l'Agriculture fait parler de lui, puis j'ai l'impression que ça ne va pas cesser. Pour les raisons que vous connaissez, Monsieur le Président, il s'enfarge dans les versions. Je l'ai dit hier, ce n'est pas une raison ni un enjeu de clarté, c'est un enjeu de vérité qui occupe le ministre de l'Agriculture. Moi, hier, j'ai posé plusieurs questions, Monsieur le Président. Quel est le mandat à la protectrice du citoyen, Je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'elle va ou elle a accepté ce mandat? Je ne l'ai pas su. Hier, Monsieur le Président, j'ai parlé de l'article 18 de la loi sur la protectrice. J'avais l'impression de les surprendre. Alors, Monsieur le Président, il a été muet sur bien des éléments. La protectrice du citoyen là, et son enquête potentielle, c'est un bien petit parapluie sur la tête du ministre, Monsieur le Président, puisqu'il n'a plus la crédibilité de répondre lui-même. C'est qui, Monsieur le Président, qui va défendre les intérêts des Québécois? C'est qui va répondre aux questions que se pose le ministre, le gouvernement et les questions que se posent tous les Québécois? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, ce que le leader de l'opposition officielle nous dit, c'est qu'il ne fait pas confiance à la protectrice du citoyen. Je pense que nous avons, en la protectrice du citoyen, la possibilité, avec le mandat qui lui a été confié par le ministre de l'Agriculture, de faire en sorte qu'elle puisse faire toute la lumière sur le dossier. Et le collègue de l'opposition officielle nous a dit hier qu'en vertu de la loi sur la protectrice du citoyen, elle ne pouvait pas se saisir du dossier. Or, ce n'est pas en vertu de cette loi-là que le mandat lui est donné, mais en vertu de la loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles. Et la protectrice du citoyen a tous les outils et a la liberté de se saisir du mandat pour faire en sorte de s'assurer que la lumière soit faite dans tout le dossier. Et le ministre de l'Agriculture l'a dit relativement au centre de recherche, relativement également au congédiement de M. Robert. Les actions vont être prises suite au rapport de la protectrice du citoyen et suite aux recommandations qui seront formulées. Mais il y a une chose qui est sûre par rapport au sérum, Monsieur le Président, et par rapport au centre de recherche. C'est notamment le fait que le conseil d'administration était en place sous l'ancienne administration libérale. Alors, s'il y a un reproche à faire, c'est de l'autre côté de la Chambre, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Oui, Monsieur le Président, je connais des animateurs de radio qui auraient raccroché bien avant. Sincèrement, Monsieur le Président, c'est une blague, là. Tout à l'heure et hier et toute la semaine, c'était la protectrice du citoyen qui était pour répondre à toutes les questions des Québécois. Ce matin, ce que j'apprends, c'est juste sur la question du lanceur d'alerte qu'elle va répondre. Ce qu'a dit le gouvernement, c'est que la gestion du ministre, ça, c'est pas dans l'enquête. Ce que dit le gouvernement, c'est que la gestion du ministre entourant les pesticides et les lobbyistes potentiels, c'est pas dans la gestion du gouvernement. Monsieur le Président, la crédibilité n'est plus là. Si le ministre ne peut pas travailler à moitié... Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, ce que le leader de l'opposition officielle veut faire, c'est faire lui-même une enquête en convoquant ici dans cette Assemblée une commission d'enquête. Il veut se constituer en tribunal, il veut se constituer en juge, il veut être juge et partie. Monsieur le Président, on a la protectrice du citoyen qui est mandatée pour faire la lumière relativement au congédiement de l'agronome Louis Robert. Nous avons confiance en elle. J'espère que l'opposition officielle a confiance aussi en la protectrice du citoyen pour faire en sorte de se fier à son rapport, de se fier à ses recommandations pour s'assurer, pour évaluer si l'équité procédurale dans le dossier de M. Robert a été respectée. C'est un des mandats que mon collègue à l'Agriculture lui a confié et nous avons confiance que la protectrice du citoyen... Deuxième complémentaire, Monsieur le leader du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, hier, le leader du gouvernement m'accusait de vouloir faire un tribunal populaire. Vous savez ce que c'est un tribunal populaire? C'est le moment où quelqu'un est attaqué et il n'y a pas la place pour se défendre. Ça, c'est ce qui se passe actuellement dans l'espace public. Ce que j'ai offert au gouvernement, Monsieur le Président, c'est une commission parlementaire avec des règles encadrées. Pourquoi? Pour permettre aux ministres et au gouvernement de retrouver leur crédibilité dans un dossier qui est important pour l'État, pour la société et pour la santé publique. J'ai déposé une motion, Monsieur le Président, on va l'entendre tout à l'heure. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, on revient au respect des institutions. Le leader de l'opposition officielle souhaite instrumentaliser le Parlement, souhaite faire en sorte que la protectrice du citoyen ne puisse pas mener son enquête. Nous, ce qu'on veut,
Et ce qu'on va faire, et ce qu'on a déjà fait, c'est de s'assurer de donner les coups des franches à la protectrice du citoyen pour qu'elle puisse faire son rapport et qu'elle puisse faire toute la lumière sur l'enquête rattachée au congédiement de M. Louis Robert, qui était par ailleurs une décision qui est de nature administrative. Le leader de l'opposition le sait très bien. Et le ministre de l'Agriculture a eu l'occasion de s'expliquer à de nombreuses reprises. Alors, à partir du moment où la protectrice du citoyen est saisie du dossier, elle pourra faire la lumière. Question principale, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, l'incohérence du gouvernement en matière de langue commence à être gênante. Il y a 2 semaines en France, le premier ministre nous disait qu'au Québec, et je le cite, « il y a beaucoup trop d'immigrants qui ne parlent pas français ». Pourtant, mardi, son gouvernement a refusé une motion qui demandait d'augmenter la proportion d'immigrants qui parlent déjà français au moment de leur admission au Québec. Avec leur plan d'immigration, ce que la CAQ propose aux Québécois, c'est que seulement 41 des immigrants qui entrent au Québec parlent français. Il faut le faire, ce sont des cibles plus basses que sous les libéraux. Pourtant, ce qui aide le plus les immigrants à s'intégrer à la société québécoise, c'est la maîtrise du français. Ce qui aide le plus les immigrants à se trouver un emploi, c'est la maîtrise du français. Et ce qui donnerait le meilleur élan positif à la langue française au Québec, c'est une meilleure maîtrise du français par les immigrants. Je donne donc une chance au ministre de corriger son erreur de mardi. Est-ce qu'il est d'accord pour augmenter la proportion d'immigrants qui parlent français à leur arrivée au Québec? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je suis d'accord avec ma collègue de Marie-Victorin sur le fait que c'est par la connaissance du français qu'on réussit à s'intégrer au Québec, notamment le fait de travailler en français, d'apprendre le français. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir d'avoir déposé ce matin le projet de loi numéro 9, loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes. Et qu'est-ce que ça va nous permettre de faire, ce projet de loi-là? Ça va notamment nous permettre d'accompagner les immigrants dans leur apprentissage du français. Parce que nous, du côté du gouvernement, contrairement au Parti québécois, qui veut bloquer à l'entrée les immigrants qui ne parlent pas français, on veut donner la chance à tous de pouvoir venir au Québec, de pouvoir venir réaliser leur rêve au Québec, fondé sur leurs compétences, le profil des compétences qu'ils ont pour répondre aux besoins du marché du travail. Et on va les accompagner dans un processus de francisation pour qu'ils réussissent. Vous voulez fermer la porte à tous les immigrants, à toutes les personnes du monde qui ne parlent pas français dès leur arrivée au Québec. Nous, ce qu'on veut faire, c'est les accompagner, leur donner une chance d'apprendre leur français, leur donner une chance de s'intégrer à la société québécoise. On veut déployer des ressources là où le Parti libéral n'a pas déployé les ressources pour l'intégration des immigrants. Et soyez assurés que le gouvernement va tout mettre en place pour accompagner les immigrants au niveau de la francisation. Première complémentaire, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais entendre la ministre responsable de la langue française là-dessus. On a fait une proposition qui permet d'améliorer à la fois l'intégration des immigrants et la situation du français au Québec. Son gouvernement rejette notre proposition. Comment la ministre peut-elle justifier ce rejet? Madame la ministre de la Culture, des Communications, ministre responsable de la langue française. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis ravie de me lever ce matin et de parler de la langue française, notre belle langue française, et je suis heureuse de répondre à votre question. Alors, je vais informer ici le Parlement que vendredi dernier, j'ai eu l'immense plaisir de m'adresser à une audience d'environ 560 personnes qui étaient réunies à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Et juste avant ce discours, nous avons fait une annonce extrêmement importante en francisation. Et je suis ravie d'annoncer, peut-être ne l'avez-vous pas vu passer sur vos fils de presse, ravie d'annoncer que notre gouvernement a décidé d'injecter un autre 450 000 $ dans un programme pour arriver à un montant d'1 500 000 $ pour aider à la francisation des nouveaux arrivants dans les commerces. Deuxième complémentaire, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Monsieur le Président. Quand il va en France, le premier ministre nous dit qu'il veut davantage d'immigrants français. Et quand il est au Québec, voici ce qu'il dit, et je cite, « Le Québec a accordé trop d'importance à la connaissance du français dans le processus de sélection des immigrants. » Alors, est-ce que la ministre responsable de la langue française est d'accord avec le premier ministre? Madame la ministre Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, ce qui est important de comprendre, c'est que dans le système d'immigration que nous avons au Québec, il est présentement brisé, il faut le réparer. Dans toutes les régions du Québec, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il y a plusieurs entreprises qui ne réussissent pas à trouver des travailleurs. Il faut faire en sorte d'arrimer les besoins en matière de main-d'œuvre avec le profil des candidats à l'immigration, mais notamment en s'assurant qu'ils puissent apprendre et qu'ils puissent parler français. Parce que travailler en français au Québec
pouvoir s'exprimer en français, pouvoir élever sa famille en français au Québec, c'est une priorité du gouvernement et on va travailler à développer un parcours personnalisé pour faire en sorte que toutes les personnes qui choisissent le Québec, qui choisissent de venir réaliser leur rêve au Québec, ils puissent apprendre le français. Et le projet de loi numéro 9 propose cela. J'espère que vous allez l'appuyer. Question principale, Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Monsieur le Président. La CAQ s'est fait élire en promettant de créer des emplois. Or, depuis son élection, il a fait perdre une job à un lanceur d'alerte et mettra bientôt à la porte tous les enseignants et toutes les enseignantes du réseau scolaire qui pognent des signes religieux. Beau programme. Mais ce n'est pas tout. Québec solidaire a appris hier que les travailleurs et travailleuses de la SQDC, âgés de 18 à 21 ans, ont été informés par l'entreprise d'État qu'ils allaient perdre leur emploi à l'instant précis où cette Chambre adopterait le projet de loi sur le cannabis. Cette situation est inacceptable à plusieurs égards, Monsieur le Président. Inacceptable en matière de droit du travail, inacceptable en matière de droit de la personne et inacceptable en vertu du gros bon sens. Le gouvernement est-il prêt à reconnaître que ces mises à pied sont discriminatoires et à donner une directive claire à la SQDC de faire marche arrière? Monsieur le ministre délégué de la Santé et des Services sociaux pour la réponse, s'il vous plaît. Monsieur le Président, nous avons décidé, pour des raisons de prévention et de précaution, de tenter de monter l'âge légal à 21 ans. Effectivement, on est, malgré le plein emploi, on est très inquiet de ce qui pourrait arriver aux employés qui ont entre 18 et 21 ans. Effectivement, par exemple, au bureau de poste, il y a eu des problèmes, dans le SQDC également. Donc, on est allé voir le président de la SQDC et en fait, il y a seulement 4 employés qui sont à risque de perdre leur emploi avec notre changement de loi. Ces employés ont été mis au courant lors de ma visite avec le président de la SQDC et on espère qu'ils vont pouvoir se replacer le plus rapidement possible. Le but dans tout ça, ce n'est pas de faire perdre des emplois aux gens. Le but dans tout ça, c'est de prévenir la santé de nos jeunes. Je ne peux pas vous le répéter assez souvent que le cannabis, c'est quelque chose de toxique, c'est quelque chose qu'on veut retarder l'usage chez nos jeunes, et nous, on va faire tout ce qu'on peut pour protéger la santé de nos jeunes. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Hochelaga-Maisonneuve. Monsieur le Président, des sommes importantes ont été investies pour former ces employés. On parle d'ailleurs plus d'une vingtaine de personnes que 4, comme le dit Monsieur le ministre. En campagne, le premier ministre disait qu'il n'aimait pas le gaspillage, mais visiblement, ça ne le dérange pas ici. Essayons de suivre la logique de la CAQ. Âge légal du cannabis, 21 ans, doit être vendu par des commis de plus de 21 ans. Âge légal pour l'alcool, 18 ans, mais peut être vendu par des jeunes de 16 ans dans les dépanneurs du Québec. Le gouvernement peut-il nous expliquer comment il justifie ce double discours? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La parole appartient maintenant au ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux en réponse à la question. Écoutez, on veut être prudent avec nos jeunes. Je n'aime pas comparer le cannabis avec l'alcool, mais si on veut aller là, on peut le faire. Alors, dans les années 70, on a décidé de baisser l'âge légal de l'alcool de 21 ans à 18 ans. 10 ans plus tard, les Américains se sont rendus compte que le nombre d'accidents d'auto chez les 16 à 24 ans était si excessif qu'il fallait modifier l'âge pour le remonter à 21 ans. Au Québec, on a décidé d'aller seulement sur la base de la prévention. Tout ce qu'on voulait, c'est on a laissé l'âge à 18 ans. Quand on regarde 30 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Les accidents d'auto ont effectivement diminué dans les deux populations, chez les 16 à 24 ans. Mais là-bas, c'est 30 des adolescents qui consomment de l'alcool. Deuxième complémentaire, Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve. La CAQ n'a pas peur du ridicule, Monsieur le Président, parce qu'on apprenait également que dans sa grande mansuétude, la SQDC a proposé aux travailleurs qui sont à quelques semaines de célébrer leur 21e anniversaire d'être temporairement mis en congé sans solde, le temps que jeunesse se passe et qu'ils atteignent la grande sagesse infuse associée au chiffre magique de 21. Non, mais quel cafouillage, Monsieur le Président. Enseignants, lanceurs d'alerte, SQDC, qui seront les prochaines victimes de l'idéologie conservatrice de la CAQ? Monsieur le ministre des Finances. S'il vous plaît. Tout va bien jusqu'à maintenant, vous le savez. La parole appartient au ministre des Finances. Nous avons tous intérêt à écouter les réponses et continuer cette période de questions de bonne façon. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, la SQDC relève du ministre des Finances et je prends acte du commentaire du député de l'opposition, de la deuxième opposition. Troisième opposition. Comment?
et je vais discuter de cette situation avec le président de la SQDC. Question principale. Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Monsieur le Président, le premier ministre ne semble pas avoir une très longue mémoire. Il y a pas un an, il déclarait « S'il y a quelqu'un ici dans la salle qui pense qu'il va avoir un laissez-passer pour un job ou un contrat parce qu'il est caquiste, il se trompe. » Eh bien, hier, le premier ministre a fait sa première grande annonce en plaçant sa chef de cabinet adjointe, Catherine Loubier, aux commandes de l'importante délégation du Québec à New York. Elle venait de l'aider dans la transition pour son gouvernement. Les bottines ne suivent pas les babines, c'est le moins qu'on puisse dire, Monsieur le Président. Dans une étude qu'elle a elle-même commandée, la ministre des Relations internationales dit vouloir rehausser la qualité du corps diplomatique et d'en faire autre chose qu'un outil de récompense politique. Comment alors explique-t-elle cette nomination clairement partisane? Bref, si Mme Loubier n'avait pas fait la transition de la CAQ, aurait-elle eu le job? Monsieur le Premier ministre, la réponse vous appartient. Encore une fois, on écoute. Monsieur le Président, Mme Loubier a travaillé au cabinet du Premier ministre du Canada. Elle a travaillé aussi dans une grande entreprise internationale. J'ai rencontré Mme Loubier pour la première fois en septembre 2018. Je ne l'avais jamais vue, je ne la connaissais pas avant septembre 2018, donc il y a 5 mois. Mme Loubier a accepté de venir temporairement m'aider à faire la transition sous la recommandation de même d'anciens ministres libéraux qui m'ont dit « c'est la meilleure ». Maintenant, Mme Loubier va devenir déléguée générale du Québec à New York. Elle va être responsable, entre autres, d'aider à augmenter les exportations du Québec à New York, d'attirer des investissements privés de New York vers le Québec. Elle va être excellente. Pour moi, c'est la personne la plus compétente. Et à la CAQ, on a un seul critère, la compétence. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Monsieur le Président. Alors, des questions se posent parce que est-ce que Mme Loubier a accepté de venir faire la transition au gouvernement de la CAQ, sachant fort bien qu'elle obtiendrait le poste de déléguée générale à New York? Est-ce qu'il y avait une entente? Le Premier ministre dit qu'il est un deal-maker. La question est simple. Est-ce que la nomination de Catherine Loubier découle du premier deal de François Legault? Madame la ministre des Relations internationales. On s'appelle par son titre, bien sûr, mais la réponse appartient maintenant à la ministre des Relations internationales. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à confirmer à cette Chambre que la nomination de Mme Loubier s'inscrit parfaitement dans l'esprit de réforme qui est en cours actuellement au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Ce qu'on veut valoriser dans cette réforme, c'est la compétence et l'expérience internationale. Et je pense que Mme Loubier répond très bien à ces deux critères-là. Mme Loubier, vous le savez, a une expérience provinciale, fédérale et internationale avec différentes entreprises. Elle va occuper un des 8 postes stratégiques au niveau des délégations générales et Mme Loubier est la personne qu'il nous faut pour ce poste-là. Et on a toute confiance en elle pour qu'elle livre la marchandise. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Les propos que tient la ministre aujourd'hui sont différents de ceux qu'elle tenait hier. Le premier ministre se targue de rien devoir à personne, Monsieur le Président. Une autre question simple. Est-ce que le premier ministre peut reconnaître qu'il doit quelque chose à Mme Loubier? Madame la ministre des Relations internationales, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais répéter que Mme Loubier est bien formée. Elle détient une maîtrise de l'Université de Montréal. Elle a un background très fort. Elle est expérimentée. Ce qu'on prône, c'est la compétence et l'expertise internationale. Puis, est-ce que vous niez alors que Mme Loubier, c'est une bonne candidate? Est-ce qu'on discrédite les gens parce qu'ils font du service public? Mme Loubier est une personne compétente qui a l'expertise nécessaire. Elle a travaillé au niveau fédéral, au niveau provincial, au niveau de l'ancien premier ministre du Canada, dans le cadre du G8, dans le cadre du G20 et aussi dans la négociation de l'accord
Canada-Europe. Donc, elle a vraiment les compétences nécessaires pour remplir ce rôle. Question principale, Monsieur le leader de l'opposition officielle veut intervenir. Monsieur le Président, la ministre semble très clairement lire des documents officiels émanant de son ministère. Est-ce qu'elle peut les déposer, s'il vous plaît? Ce sont des notes personnelles. Est-ce que vous souhaitez les déposer, Madame la ministre? Non? Sur des notes personnelles. Question principale, Madame la députée de Joliette. Les consultations sur le projet de loi concernant la taxe scolaire ont mis en lumière une réalité implacable avec ce premier geste législatif posé en éducation par le gouvernement. Alors que les besoins sont criants et qu'il a de la marge de manœuvre, le gouvernement ne procède pas à un réinvestissement, mais plutôt à une réforme qui va priver le réseau d'au moins 900 millions de dollars. À tous les participants à qui j'ai demandé si ce projet de loi allait aider la réussite éducative, la réponse est évidemment non. Pour rassurer le milieu qui voit ses sources autonomes de financement s'envoler, le gouvernement affirme qu'il les compensera en ne prévoyant pourtant aucune garantie en ce sens dans son projet de loi. Il demande tout simplement un acte de foi. Si l'éducation est la réelle priorité du gouvernement et que son financement l'est tout autant, le geste conséquent à poser serait d'appeler le projet de loi bouclier de protection budgétaire que nous avons déposé aujourd'hui et qui garantit la protection des budgets. Est-ce que le ministre de l'Éducation s'y engage? Monsieur le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, ça fait plaisir de répondre à cette question-là. Écoutez, je comprends ma collègue députée de Joliette de s'inquiéter pour le financement de l'éducation parce que la dernière fois qu'ils ont été aux affaires, il me semble qu'ils étaient au cabinet des ministres, ils ont coupé en éducation. Écoutez, plus de 200 millions de compression en 2 ans aux commissions scolaires et après, ils ont demandé aux commissions scolaires d'hausser les taxes. Fait que la dernière fois qu'ils ont été aux affaires, ils ont coupé le financement et haussé les taxes. Je comprends qu'ils sont déstabilisés parce que nous autres, on baisse les taxes, on augmente le financement de l'éducation. C'est que c'est à la fois bon pour les contribuables et les élèves. Et là, quand ils étaient aux affaires, c'était mauvais pour les élèves et les contribuables. Donc, ils veulent avoir une loi bouclier pour protéger les Québécois contre un éventuel retour de ce parti au pouvoir. Écoutez, je pense qu'ils peuvent avoir confiance dans le fait que la baisse de taxes, l'uniformisation du taux de taxe ne se fera pas au détriment des missions des commissions scolaires. L'argent va être au rendez-vous et il y aura plus de services l'an prochain qu'il y en avait l'année passée. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Écoutez, c'est incroyable en ce moment. On demande un véritable acte de foi à tout le réseau scolaire. Non seulement il y a de la marge de manœuvre, mais on dit on vous prive de votre 900 millions de revenus autonomes. Oui, on va essayer de le compenser, on va le compenser, mais elle est où la garantie pour maintenant et pour l'avenir, alors que ce réseau se fait priver de 900 millions? Et par ailleurs, l'inquiétude, elle est double. Si ce 900 millions s'en va pour une compensation de baisse de taxes, où il est l'argent pour continuer à financer les besoins urgents de nos élèves, de nos enfants, de nos écoles? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le ministre des Finances, la réponse vous appartient. Monsieur le Président, le projet de loi ne prévoit aucune réduction du financement des commissions scolaires puisqu'il est prévu que les paiements de transfert augmenteront pour compenser cette baisse de taxes. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Des belles intentions puis des beaux engagements, c'est bien, mais on a déjà vu ça s'envoler en fumée. Une obligation législative, ce serait beaucoup mieux. S'il vous plaît. Alors, j'aimerais comprendre si cet engagement, il est réel. Pourquoi autant de résistance à appeler le projet de loi de protection, de le bouclier pour protéger les budgets? Pourquoi cette résistance à mettre une obligation législative de maintenir les budgets, de compenser d'une part, mais de les maintenir, incluant les coûts de système pour l'avenir? Monsieur le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Monsieur le Président, j'ai entendu depuis un certain temps des gens, des autres députés, des autres formations politiques tenter d'ameuter, de faire peur aux gens, à savoir qu'il allait avoir des coupures en éducation. Il n'y en aura pas. Puis là, ils disent, écoutez, le taux de taxe va baisser, ça va diminuer le financement à l'éducation. Ça n'arrivera pas. C'est pas parce qu'on dit quelque chose qui n'est pas vrai 50 fois, 100 fois, 1000 fois que ça devient vrai, Monsieur le Président.
le financement de l'éducation sera en croissance, les services aux élèves seront en croissance, il y aura davantage d'aide aux enseignants, il y aura davantage de services spécialisés pour les enfants qui sont en difficulté. Alors, on peut faire confiance à ce gouvernement pour prioriser l'éducation. Monsieur les députés de Chemédé en principal. Comme l'intégrité et la rigueur ont toujours été au premier plan dans toutes mes actions, je me suis investi dans la lutte contre la corruption et la protection des lanceurs d'alerte. En février 2017, j'ai convaincu le premier ministre de soumettre les organisations publiques du Québec à la norme ISO 37001, le seul système de management anticorruption reconnu internationalement. Cette norme protège les lanceurs d'alerte, favorise la reddition de comptes, prône la transparence et l'indépendance. En octobre 2017 et en juin 2018, le précédent gouvernement annonçait l'implantation d'un projet pilote ISO 37001 et identifiait les 5 institutions visées. Je vous rappelle que le 13 juin 2018, l'Assemblée nationale adoptait de façon unanime une motion liant le Québec à la Convention des Nations unies contre la corruption. Comme cette convention protège aussi les lanceurs d'alerte, le premier ministre peut-il confirmer que son gouvernement travaille activement au respect de la Convention des Nations unies et à l'implantation de la norme ISO 37001? Monsieur le président du Conseil du Trésor. Alors, monsieur le député de Chemédé, je crois, c'est ça? Oui. J'apprécie énormément cette question-là ce matin parce que la loi à laquelle vous référez ce matin, qui est entrée en vigueur depuis 2017, elle est excessivement importante, mais encore un peu jeune, dans le sens que toute nouvelle loi doit, après un certain temps, être visée. Et c'est l'engagement qui avait été pris par le précédent gouvernement, après une période de 3 ans, de prendre acte et de demander aux différents organismes de faire rapport. Moi, ce que j'ai demandé en vertu de la loi, parce que c'est une loi qui relève du Conseil du Trésor, c'est au cours des derniers jours, j'ai demandé à voir tous les rapports annuels de tous les organismes et ministères qui doivent en fait répondre sur cette loi-là pour s'assurer que non seulement les ministères et organismes tiennent compte de la loi, mais font les rapports qu'ils doivent faire. Deuxièmement, comme toujours, si après la période de révision des différents rapports et des actes qui auront été notés par les ministères et organismes, on juge bon de faire des modifications à la loi, je peux vous dire que notre ministère va faire tout ce qu'il faut pour modifier la loi au besoin. Merci. Première complémentaire, monsieur le député de Chemédé. En plus qu'il y a des mandats qui ont été donnés par le gouvernement et au moins un contrat de gré à gré octroyé par le Conseil du Trésor, est-ce que le premier ministre pourrait nous présenter un état de situation des travaux d'implantation du projet pilote de la norme anticorruption ISO 37001, en y incluant les frais engendrés et les ressources allouées, et nous confirmer par le fait même que notre unité anticorruption devra, elle aussi, se soumettre aux normes internationales anticorruption? Monsieur le président du Conseil du Trésor. Monsieur le député de Chemédé, je prends bien acte de votre commentaire. Puis de la même façon qu'on va demander le rapport dont j'ai parlé tout à l'heure, vous ferait plaisir de saisir votre question au Conseil du Trésor et de faire rapport ici à l'Assemblée sur le projet pilote. Aucun problème avec ça. Deuxième complémentaire, monsieur le député de Chemédé. Le premier ministre s'est engagé dans les derniers jours à revoir notre loi sur la protection des lanceurs d'alerte, compte tenu du cafouillage dans le dossier de M. Louis Robert, tant du côté de la gestion des renseignements transmis au ministre que du traitement de ceux-ci. Le premier ministre peut-il s'engager à obliger les organisations publiques du Québec à gérer et à enquêter efficacement les signalements apportés à leur attention afin d'éviter d'autres situations, comme les nombreux cas des lanceurs d'alerte qui n'ont pas été pris en considération ou écoutés? Monsieur le président du Conseil du Trésor. Bien, dans la même veine, monsieur le président, ce que je veux dire, c'est très, très clair. Ce que j'ai demandé comme rapport, c'est de s'assurer qu'on va avoir de chacun des ministères pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Je vous rappelle, parce que vous étiez là à ce moment-là, que dans la loi, il est prévu que chaque ministère doit avoir un délégué qui est la personne à qui un lanceur d'alerte doit se reporter. Alors, à ce moment-là, lorsque j'aurai reçu tous les rapports des ministères et organismes, on pourra faire rapport, justement, de savoir qu'est-ce qui a été fait, combien de lanceurs d'alerte ont été saisis par leurs ministères respectifs, et on pourra en faire rapport à cette Assemblée. Question principale, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Monsieur le Président, le 22 janvier, le chat est sorti du sac. Dans une entrevue accordée au Journal du Québec, le ministre de la Famille est venu préciser un engagement pourtant très clair pour son parti. Avant, c'était la maternelle 4 ans pour tous.
Maintenant, c'est la possibilité que la maternelle 4 ans existe partout au Québec. Le problème, Monsieur le Président, c'est que la maternelle 4 ans existe déjà dans toutes les régions du Québec. Le ministre affirme également qu'il n'y aura pas de maternelle 4 ans en face des CPE pour ne pas nuire aux services de garde. Pendant ce temps-là, son collègue, le ministre de l'Éducation, met le gaz dans le fond en demandant même aux écoles de modifier des projets actuellement en chantier pour les transformer en maternelle 4 ans. Le ministre de la Famille craint pour son réseau. Le ministre de l'Éducation fonce les yeux fermés droit dedans. Monsieur le Président, est-ce que le ministre de la Famille peut demander au ministre de l'Éducation d'évaluer les impacts de la maternelle 4 ans pour tous sur le réseau de services de garde avant de développer son développement? Monsieur le ministre de la Famille. Monsieur le Président, merci beaucoup pour cette question. Je remercie ma collègue. Ça me donne l'occasion de vous rappeler, de vous souligner et d'être très clair que ce projet-là se fait en concertation. Monsieur Roberge, enfin, Monsieur le ministre de l'Éducation ne travaille pas de son côté, on ne travaille pas de notre côté au ministère de la Famille, on travaille ensemble. Ça, je sais que ça peut surprendre peut-être les gens de voir deux ministres travailler ensemble, de voir que la main gauche parle à la main droite, mais c'est ce qu'on fait actuellement. Et l'implantation des prématernelles 4 ans se fera partout au Québec. On parle d'universalité. On n'obligera personne à fréquenter les prématernelles 4 ans, mais les parents auront le choix. Et nous, on pense que ce sont les parents qui seront les mieux placés pour faire ce choix-là. Et pendant ce temps-là, l'intention, elle est très claire. On continue d'investir dans le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. On parle des CPE, des garderies subventionnées, des garderies non subventionnées, des milieux familiaux. On continue. L'objectif, c'est d'offrir le meilleur à nos tout-petits, et ça, on n'est pas négociable là-dessus. Première complémentaire, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Monsieur le Président, quand le ministre de la Famille affirme qu'il n'y aura pas de maternelle 4 ans près d'un service de garde, il calcule qu'un enfant qui va au CPE ira automatiquement à l'école d'en face. Le ministre devrait savoir que c'est loin d'être le cas. Le ministre doit réaliser que la maternelle 4 ans aura un impact sur tout le réseau, pas juste le CPE d'en face. Monsieur le Président, est-ce que le ministre de la Famille peut nous dire quelles sont les conditions qu'il demandera à son collègue pour protéger le réseau de services de garde? Monsieur le ministre de la Famille. Monsieur le Président, on n'est pas dans une logique où on s'affronte. Je n'ai pas besoin de faire de bras de fer avec le ministre de l'Éducation sur cette question-là parce qu'on travaille ensemble là-dessus. Donc, je veux rassurer tout le monde ici. On n'oppose pas un réseau à un autre réseau. On veut offrir le meilleur à nos tout-petits. On a dit qu'il y aura des prématernelles 4 ans partout au Québec. Ce sera le cas. Où est-ce qu'on va les situer? On travaille là-dessus ensemble. On veut maximiser ce réseau-là. On a un réseau exceptionnel. Nos éducatrices font un travail exceptionnel. Elles vont continuer de le faire. Maintenant, il y a des parents qui vont décider d'envoyer leurs enfants à la prématernelle 4 ans. Et nous, on pense que les parents, ce sont les mieux placés pour faire ce choix-là. C'est une offre publique supplémentaire de qualité. Les parents sont assez intelligents pour choisir. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Monsieur le Président, main gauche, main droite. L'article 461,3 de la Loi sur l'instruction publique oblige le ministre de l'Éducation de consulter le ministre de la Famille avant d'établir les conditions et les modalités de la mise en place de la maternelle 4 ans. Compte tenu de cette obligation, est-ce que le ministre de la Famille peut nous préciser les critères et les paramètres qu'il va demander à son collègue de l'Éducation afin de protéger le service de réseau de garde? Éducation et de l'enseignement supérieur. Je rassure ma collègue, on travaille en équipe. D'ailleurs, je vais respecter cet article de loi. Évidemment que mon ministère et moi-même avons consulté le ministre de la Famille et son ministère parce qu'on prépare le déploiement pour septembre 2019 et les déploiements qui viendront par la suite pour la prématernelle 4 ans. Je suis d'accord avec l'ajout de services et le déploiement d'ouverture d'autres places en CPE parce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Famille est d'accord pour le déploiement plus grand de d'autres places en prématernelle 4 ans. Pourquoi toujours opposer et diviser? Je souligne à ma collègue qu'il y a à peu près 20 des enfants de 4 ans au Québec qui ne vont ni dans les quelques prématernelles 4 ans, ni dans aucun service de garde. Qu'est-ce qu'on va proposer pour ces parents et ces enfants-là? Question principale, Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. On l'apprend ces jours-ci, pour la CAQ, ce qui se passe dans l'opposition reste dans l'opposition. Moi, je me souviens d'un certain shérif de la Pelletrie qui dégainait plus vite que son ombre quand venait le temps de dénoncer des nominations partisanes. Et hier, ben gadon, qu'est-ce qui s'est passé? Une première nomination partisane pour le gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Est-ce qu'on est surpris?
pas vraiment. On commence à être habitué aux contradictions et aux paradoxes de la part du nouveau gouvernement. Ce qu'on a appris hier, c'est que les tinamis libéraux, c'était un gros problème, puis on était fâchés. Mais quand c'est les petits copains de la CAQ, ça, par contre, c'est correct. Ma question pour le shérif de la Pelletrie, est-ce que ça fait mal, se tirer dans le pied? Monsieur le... Réponse. Madame la ministre des Relations internationales. Merci, Monsieur le Président. Alors, encore une fois, je vais répéter qu'on est en train de faire une réforme au niveau du ministre des Relations internationales et de la francophonie. Et dans cette réforme, on va s'assurer qu'on prenne vraiment les gens selon leurs compétences et selon leur expérience au niveau international, ce qui est le cas de Mme Loubier, qu'on a nommée. Elle a œuvré dans plusieurs ministères, elle a œuvré au niveau provincial, elle a œuvré au niveau fédéral et à l'international avec différentes firmes. Elle a un réseau de contacts important au niveau international. Elle est compétente pour le poste et elle est solide pour le poste. Maintenant, si on nie que Mme Loubier peut être une bonne candidate pour le poste parce qu'elle a passé par quelques mois avec la CAQ, on ne regarde pas la couleur politique, on regarde l'expertise, l'expérience et la compétence. Est-ce qu'on va parler aussi de Jean-Pascal Bernier, par exemple? Est-ce que lui est incompétent? Est-ce qu'on va parler de Stéphane Dolbec? Est-ce que lui est incompétent? Oui. Je pense qu'il y a des gens très compétents dans tous les partis politiques et c'est là-dessus qu'on se base, la compétence, l'expérience et l'expérience internationale et le réseau. Je vous rappelle simplement, pour fin de rappel, qu'on se nomme toujours par le titre et non par les noms. C'est arrivé à quelques reprises pendant cette période de questions, qui s'est somme toute bien déroulée. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci à tous.